Eh bien, bonjour à tous. Enchantée pour certains peut-être de vous retrouver puisque nous avons ouvert désormais depuis un mois un livre qui est dédié à ce temps particulier qui est le Covid et le confinement avec tous les aspects ressources humaines eh bien, qui peuvent se présenter tant au DRH qu'aux responsables de formation. Et on vous a proposé un triptyque qu'on a ouvert avec l'épuisement professionnel. Ça a été un premier volet de webinar que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Vous avez eu un deuxième volet qui vous a été présenté également il y a 2 semaines sur le management à distance en période de Covid. Et nous souhaitions terminer eh bien, ce triptyque en vous parlant de tout simplement eh bien, comment accompagner le changement dans un contexte de Covid-19, à savoir effectivement eh bien, beaucoup de sociétés font face aujourd'hui à des interrogations sur un nouveau business model à développer et derrière, et comment engager les collaborateurs, comment impliquer ces collaborateurs et accompagner le changement dans ce contexte Covid où nous sommes toujours, comme le troisième confinement vient de se faire jour, eh bien, à distance. Pour ça, on a voulu y donner une coloration en incluant cette notion de comment devenir un manager coach. Effectivement, le changement, c'est aussi porté par le terrain, par la proximité et par nos managers. Donc, je vous invite eh bien, désormais à nous plonger dans ce troisième volet qu'on vous propose et qui vous sera également remis à la fin de ce webinaire dans un email et que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Donc, à mes côtés, aujourd'hui, eh bien, j'ai Sandrine qui va nous parler de cette thématique et où nous allons avoir une interaction ensemble. Donc, Sandrine, je te laisse te présenter et après, je me présenterai moi-même. Eh bien, bonjour à tous. Merci Catherine de m'avoir invitée à cet événement pour t'accompagner sur cette question épineuse du changement que tu connais très bien pour le pratiquer depuis de nombreuses années. Et j'imagine que vous êtes nombreux ici à également accompagner le changement. Donc, pour me présenter, j'ai une expérience de plus de 20 ans en tant que consultante et coach en entreprise, également en développement comportemental. Donc, j'accompagne le changement à la fois d'un point de vue individuel et collectif. Et en fait, Catherine m'a demandé de venir aujourd'hui parce que je suis auteure d'un livre qui s'appelle De changement en changement, qui a été publié il y a déjà 10 ans aux éditions d'Organisation. Et donc, ça a été l'occasion, ce webinaire, de mettre à jour dans le contexte très particulier que nous vivons. Et puis, j'en ai publié un autre sur la question de la décision. Et tout ce que j'aime faire, c'est transmettre mon expertise sur l'humain pour vous permettre, manager, pour vous permettre, DRH, de gérer les émotions et de développer de nouveaux comportements dans les équipes. Alors, en ce qui me concerne, merci Sandrine. Eh bien, je vais t'accompagner. Donc, moi, je suis DGA Business Partner et également DRH de Demos. Eh bien, ça fait plus de 20 ans, moi, que je suis dans les ressources humaines. Et effectivement, j'ai eu à conduire au cours de ma carrière différentes réorganisations, transformations des organisations. Et mon appétence pour justement engager les collaborateurs et les équipes dans ce genre d'exercice m'ont amené à également me faire certifier coach après avoir été formée à cette discipline. Et j'ai eu l'occasion notamment d'aller donner des conférences, voire de former des managers ou des équipes sur ces thématiques. Donc, eh bien, commençons à dérouler notre présentation. Et donc, Sandrine, eh bien, accompagner le changement dans un contexte Covid, c'est déjà s'adapter dans l'urgence et même maintenant changer en profondeur. C'est exactement ça. Il y a eu un premier de considération où il a fallu adapter notamment l'organisation du travail. C'est ce dont vous me parlez quand j'échange avec vous. Et puis maintenant, il va falloir pérenniser les choses. C'est également ce que j'entends en termes de priorité pour les DRH.
Donc, pérenniser, ça veut dire quoi? Ça veut dire définir les nouveaux modèles d'organisation. Et il y a beaucoup d'entreprises qui ont aussi, compte tenu de cette crise sanitaire et sociale, ont dû revoir leur stratégie ou leur business model. Et c'est bien cela dont on va parler quand on parle de changement. On parle bien sûr de changement organisationnel, mais aussi d'ambition stratégique qui évolue. Alors, ça peut être des petits changements, mais ça peut être aussi des changements beaucoup plus profonds. En tout cas, tout cela impacte directement la façon de travailler. Et c'est donc les managers à qui on demande de porter le changement. On parle de changement de culture, en passant dans ce nouveau modèle d'organisation hybride, et c'est là toute la particularité de ce qu'on va pouvoir se dire aujourd'hui, puisque par le passé, il y avait déjà ce genre de choses, mais on le faisait plutôt en présentiel. Et maintenant, il va falloir alterner des moments digitales et présentiels, et c'est vraiment ce sur quoi on voulait attirer votre attention aujourd'hui et vous donner quelques clés pour réussir. Effectivement, donc le changement, c'était un changement de culture, ça peut être un changement d'organisation, ça peut être un changement de business model et donc de paradigme. Donc autour de ce webinaire, on vous propose d'aller investiguer déjà 3 thématiques. Donc déjà, regardez avec Sandrine quelles sont les clés sur lesquelles on peut s'appuyer donc pour embarquer les collaborateurs dans le changement. Les risques à anticiper, puisque nous sommes sur une modalité hybride. Donc, effectivement, quand on veut transformer en profondeur et emmener un tel projet société auprès de nos collaborateurs, il faut être conscient qu'il y a des risques. Mais ces risques-là, une fois qu'on les connaît, eh bien, on a également des actions qu'on peut emmener pour pouvoir les limiter, les mettre vraiment dans un mode mineur et faire en sorte que nos collaborateurs et nos managers soient vraiment accompagnés. Et enfin, on se dit toujours que le distanciel va être un frein justement à cette transformation. Eh bien, Sandrine également vous donnera quelques pistes pour vous montrer que ce distanciel peut être aussi un atout pour les managers et que cet atout, eh bien, une fois qu'on est formé, qu'on l'a, je dirais, adapté et adopté dans sa façon d'animer ses équipes et dans son management, eh bien, ça va au contraire aider peut-être, faciliter à se transformer. Donc, on va revenir sur déjà la première partie et donc, quelles sont les 5 clés du changement qui vont ouvrir 5 verrous et là, je laisse la parole à Sandrine. Eh bien, tout d'abord, il y a un verrou qu'on oublie trop souvent, c'est le fait de commencer par soi. Et quand je parle de ça, je parle évidemment des managers et des dirigeants qui conduisent les changements. Pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, on est tous faits d'ambivalence. Ça, c'est pas en fonction du statut qu'on occupe ou des fonctions qu'on occupe dans l'entreprise. Et en fait, le changement, que ce soit un changement personnel ou un changement professionnel, à la fois on le veut, enfin, il y a une partie de nous qui le veut, et il y a une partie de nous qui n'en veut pas. Et donc, cette ambivalence, il faut la gérer pour réussir à la dépasser. Et trop souvent, j'ai constaté dans les entreprises, même si heureusement les choses évoluent, on considère que quand on est manager, c'est évident qu'on va porter le changement. Et donc, on essaie de nier cette dimension d'ambivalence. Alors que le premier conseil que je donne à tous ceux qui doivent conduire le changement, c'est de prendre le temps de se demander qu'est-ce que ce changement génère pour moi, à la fois comme opportunité, mais peut-être aussi quelles peuvent être mes réticences ou mes freins. Et donc, parfois, Sandrine, quand on entend « Ah, c'était mieux avant », c'est exactement ce type de choses où tu nous dis bah, on est ambivalent vis-à-vis moi, je suis manager, on vient de m'annoncer effectivement que je dois bouger les lignes. Mais pourquoi, dans le fond, ce changement? Quel est le sens du changement? Et dans le fond, ça marchait bien avant. Et donc, c'est déjà commencer par soi, c'est ce que je comprends. Tout à fait, c'est exactement ça, Catherine. Donc, une étape importante et à ne pas négliger. Et surtout, on compte sur vous sur ce premier verrou. Le second thème, qu'on constate aussi très souvent dans les entreprises, c'est la difficulté à formuler, en fait, les impacts du changement. Alors, il y a beaucoup de travail qui est fait là-dessus. En tout cas, en théorie, on se dit qu'il faut formuler exactement les impacts par population, etc. Il y a des méthodes qui permettent de définir ça. Mais moi, ce dont je veux vous parler, c'est de comportement. Il
Pourquoi? Parce que j'ai eu l'occasion d'accompagner des dirigeants dans leur communication et je vais vous livrer les deux grands écueils que j'ai pu constater. On a d'un côté des dirigeants qui vont vouloir bousculer les choses, montrer la rupture et qui vont dire « il faut tout changer ». Et ça, c'est désastreux. Je vous expliquerai pourquoi après. Et puis, il y en a d'autres à l'autre extrême qui disent au contraire « vous inquiétez pas, hein, on ne va rien changer ». Mais alors donc, pourquoi ce changement si en fait il n'y a rien qui change? Donc à ces deux extrêmes, vraiment c'est ce qu'il faut éviter et plus généralement tout ce flou sur ce qui change. Et donc la préconisation, hein, c'est vraiment de traduire le changement sur le plan comportemental, ce qui d'expérience n'est pas si simple parce que c'est une matière, c'est des mots, c'est du vocabulaire, c'est une façon d'exprimer les choses et on n'est pas forcément toujours très à l'aise avec ces différents mots. Et voilà, les mots MOT comme les mots qu'on peut après, effectivement, MAUX, hein, générer parce que soit on est trop dans la rupture affichée, ou au contraire dans trop je rassure et ça laisse quand même la place peut-être à de l'inquiétude par rapport à une nouvelle qui est donnée. Et donc, tu invites plutôt le manager à être congruent et j'entends et concret dans voilà la nouvelle, voilà comment aujourd'hui on va travailler, on va s'organiser. Derrière, c'est effectivement de dire voilà ce qui peut changer et voilà ce qui va être pérenne. Hein, c'est ce que j'entends dans ton discours. Et c'est aussi ce que j'ai pu moi-même dans mon métier, à travers les transformations que j'ai pu emmener. Et bien dans la communication, c'est être lisible, être clair et être congruent, encore une fois, avec les messages qu'on peut porter, avec le sens qu'on va donner également à cette transformation. Alors, le troisième verrou? Donc, le troisième verrou, c'est justement ce temps de la communication. Et moi, j'ai envie plutôt de parler d'impulsion. Et pour ça, ça va rejoindre la thématique qu'on a vue avant. Il y a une chose qu'il faut éviter à tout prix, et notamment en ce contexte de Covid, c'est l'incertitude. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre cerveau, il déteste l'incertitude. Donc, les gens ont besoin de repères. De repères, c'est ce que tu disais, Catherine, sur des choses qui vont être pérennes et aussi des choses qui vont changer. Donc, on n'est pas dans un changement en tout ou rien. Il y a tout qui change, il n'y a rien qui change. Il y a des choses qui vont changer, il y a des choses qui vont rester. Et réussir à faire ce tri sélectif, eh bien, c'est une étape que tous les comités de direction devraient faire avec une belle énergie pour réussir à transmettre les bons éléments suffisamment tôt. On ne va pas attendre d'avoir toutes les informations sur le changement pour communiquer. Il faut, comme on dit, préparer les esprits et donc accompagner par des communications régulières, par petites touches sur ce qui change, tout en essayant de réduire ce périmètre d'incertitude. Ok, on est là dans la gestion vraiment de l'émotion. Hein. On sait que si on repart sur un peu une approche de coach, hein, on a différentes émotions qui nous animent. L'une des émotions hein, que l'être humain a du mal à je dirais, au-delà de la peur, hein, qui est l'émotion maîtresse, c'est la surprise. La surprise, l'être humain aime pas trop ça dans le fond. Hein, quand on lui dit bah, tiens, je te fais une surprise, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il y a toujours ce temps d'adaptation qui fait que au départ, on est dans l'incertitude. Comment je dois prendre cette nouvelle qu'on me donne et avant de pouvoir même me dire mais non, elle est dans le fond, elle est sympa pour moi. Il y a ce temps d'incertitude et d'adaptation que l'être humain va devoir gérer de par cette nouvelle et par la gestion même de son émotion, au-delà de la peur qui peut arriver dans une transformation aussi dans l'émotion. Et donc, c'est effectivement un verrou sur lequel il faut être vigilant, communiquer régulièrement par petites touches, ne pas chercher forcément effectivement à avoir un projet bouclé à 100%. Et ça, je l'ai effectivement moi vu. Souvent, hein, je dirais que moi j'arrive sur une génération où déjà il y a 20 ans, quand on parlait de transfo, c'était l'intendant suivra. L'intendant suivra, oui, mais je ne suis pas certaine qu'aujourd'hui on fasse un effet bœuf, hein, comme on dit. Je pense qu'on va plutôt droit dans le mur. Non, l'intendance aujourd'hui, elle ne suit pas. L'intendance, il faut l'impliquer
il faut lui donner du sens, a fortiori avec nos nouvelles générations qui sont très demandeuses justement de ce sens au métier et de cette reconnaissance. Donc, encore une fois, un verrou qu'il faut aller explorer et qu'il faut aussi comprendre et maîtriser. Oui. Et je vous donnerai quelques pistes tout à l'heure justement sur cette question du risque émotionnel qui est un des sujets majeurs quand on conduit le changement. Quatrième verrou? Eh bien, ce quatrième verrou, c'est quelque chose qui est facilité justement par le distanciel. Parce qu'il s'agit d'encourager l'échange et d'aider à dépasser les résistances. C'est vrai que quand on parle de changement ou de conduite du changement, on pense forcément à la question de la résistance au changement. En fait, on revient au sujet numéro 1 qui était la question de l'ambivalence et puis de la gestion émotionnelle, puisque cette résistance, elle est très souvent de nature émotionnelle et on verra tout à l'heure comment faire pour bien comprendre ce qui se joue d'un point de vue émotionnel. Et ce qui est intéressant avec ces modèles distanciels, c'est cette capacité à encourager des échanges en petits groupes qui ne prennent pas beaucoup de temps, qui ne prennent pas beaucoup d'énergie et où les gens peuvent dire comment ils vivent les choses, ce qui se passe pour eux. Et en fait, ce qui est très intéressant dans ces petits groupes, c'est que du coup, ça permet de collectivement réguler les choses et dépasser un certain ressenti en se rendant compte d'abord qu'on n'est pas tout seul dans son coin, qu'il y a d'autres personnes qui partagent ça. Et ça, en termes de prévention du stress, c'est majeur. Et puis aussi parce que finalement, on se rend compte quand on le fait régulièrement que petit à petit, les choses évoluent. Et ça, pour un manager, quelle satisfaction de se dire, ça y est, je sens que sur ce point-là, ils ont pris conscience, ils ont compris, on est passé à autre chose. Donc voilà un levier très intéressant. Et c'est toujours une interactivité en fait qui va se mettre en place entre le manager qui envoie une info et l'équipe et les collaborateurs qui la reçoivent et qui vont faire un feedback en fait à son manager, et il va y avoir cet ajustement en fait permanent dans la relation pour gérer la transfo. Alors, cinquième verrou, on te laisse. Et oui, mais ce n'est pas le moindre, parce que je reprends ce que tu disais, Catherine, sur la fameuse intendance suivra. On peut être dans l'illusion que ça va se faire vite. D'ailleurs, il y a cette pression du temps pour que ça réussisse. En fait, le temps n'est pas un allié. Enfin, le temps, c'est nécessaire pour changer de comportement, pour permettre l'appropriation et la mobilisation. Et ça suppose de la part des managers beaucoup de rigueur. Et je sais que là-dessus, c'est un sujet qu'ils travaillent déjà et donc c'est quelque chose sur lequel ils peuvent s'appuyer. Mais ce qui est important en termes de clés, c'est d'avoir bien conscience qu'on ne peut pas bypasser certaines étapes. Ça va prendre du temps et donc il va falloir y revenir. Et c'est toutes ces clés-là que je voudrais vous donner maintenant. Ok, donc effectivement, l'appropriation en fait passe par tous les niveaux. Clairement, c'est que quand on parlait de l'intendance suivra, on a parlé aussi d'impulsion tout à l'heure. Sandrine nous a parlé d'impulsion. Cette impulsion de top-down, aujourd'hui, effectivement, l'impulsion vient d'une vision, d'une direction générale, mais cette impulsion va s'infuser à toutes les strates, je dirais, du management pour arriver effectivement jusqu'au terrain, jusqu'aux collaborateurs, pour que chacun s'approprie à son rythme cette vision et cette transformation à son niveau et également en fonction de son périmètre. Donc, si on n'arrive pas effectivement à avoir ce rythme ce rythme où chaque individu va s'approprier cette transformation, nous pouvons avoir un risque émotionnel et c'est ce que Sandrine va nous proposer tout de suite. En effet, il y a un premier sujet à avoir bien en tête, c'est que le changement produit de l'émotion. Ce qu'il faut avoir bien en tête aussi, c'est que nous tous, en tant qu'individus, on a fortement sollicité nos capacités d'adaptation depuis l'année qui s'est écoulée compte tenu de la crise. Ça nous a donc amené à beaucoup nous adapter. Et donc le sujet, c'est comment faire pour ne pas rajouter de l'anxiété à l'anxiété. Sinon, le risque, c'est d'accélérer ce dont on parlait tout à l'heure, à savoir les risques psychosociaux. Donc, dans ce contexte, il faut avoir bien en tête que demander à quelqu'un de changer, ça va être lui demander un effort. Et ce serait terrible de sous-estimer l'effort qu'on va demander.
Et c'est ce qui ne va pas avec cette phrase « l'intendance suivra ». Parce qu'en fait, non, ça ne suit pas. S'adapter, c'est pas si simple. D'ailleurs, tous ceux parmi vous qui ont essayé de travailler des comportements, essayé d'adapter des manières de faire, se sont bien rendus compte que ce n'était pas si simple, qu'on doit lutter contre son naturel, qu'on doit travailler ses automatismes pour en créer des nouveaux. Et tout ça, ça prend du temps. Et donc, ce qui est intéressant, c'est, vous l'avez dans la présentation, cette courbe du changement que vous connaissez probablement. Ce qui est intéressant là, c'est que ont été associés finalement le niveau émotionnel de chaque étape avec aussi la pensée qui est associée. Donc, on pourrait imaginer que c'est un flux et que donc on passe d'une étape à une autre. Malheureusement, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. L'autre chose compliquée, c'est que quand on est manager, en fait, on a une équipe et que tout le monde n'est pas au même point en même temps. Il y en a qui vont très vite être partants et se dire « mais bon sang, ça fait des années que j'attendais que ça » et qui vont trouver que ça ne va pas assez vite. Et puis d'autres qui vont être complètement dans le choc, voire dans le déni et qui vont bloquer des cas de fer pour avancer. Donc, ce qui est compliqué quand on est manager, c'est de réussir à amener tout le monde vers cet engagement et cette mobilisation à changer en tenant compte des émotions qui sont aux différentes étapes. Donc, mes conseils, c'est évidemment de ne pas rajouter d'anxiété à l'anxiété ambiante. Pour cela, on parlait tout à l'heure de repères. Donc, donner des repères, préciser ce qui change et surtout ce qui ne change pas. Essayer d'être le plus concret possible. Et puis surtout, laisser cette émotion s'exprimer. C'est le groupe qui va permettre que les choses se régulent petit à petit, dans des séances, même parfois de manière informelle. Avant, c'était à la machine à café. Maintenant, ce sera dans les cafés Zoom ou Teams. Donc voilà, prenez ces moments pour laisser les gens partager leur vécu, la façon dont ils ressentent les choses, et c'est en l'exprimant que les gens arrivent petit à petit à s'en détacher et à passer à une autre étape. Oui, et la difficulté, effectivement, de cette courbe, en fait, de l'émotion, c'est que, en fait, l'individu aujourd'hui, si on regarde professionnellement parlant, il y a une transfo, ok, il va suivre cette courbe de changement. Mais en parallèle, le contexte Covid amène quelque part à superposer une autre courbe d'adaptation qu'on demande en fait aux collaborateurs. Avec les annonces effectivement de confinement, eh bien, on demande déjà à l'individu dans son métier de sans cesse de s'adapter. Est-ce que je suis en télétravail? Est-ce que je ne suis pas en télétravail? Je suis en chômage partiel ou en activité partielle? Oui, mais alors là, ça vient d'encore bouger les lignes. Enfin, il y a plein de questions qui, autour de cette ambiance Covid, confinement, fait que déjà l'individu, on lui demande de s'adapter. Si derrière, en plus, effectivement, on vient poser une transformation, mais une transformation, je dirais que lorsqu'on propose une transformation ou un changement dans les entreprises, c'est pas pour se faire plaisir, entre guillemets, c'est par nécessité. Et donc, cette nécessité, c'est pour aussi aller chercher un instinct de survie ou un instinct d'opportunité, de conquête, de chasse. Donc là, on est vraiment dans, je dirais, dans le coaching pur. Et derrière, donc, pourquoi les entreprises vont bouger leurs lignes, c'est qu'effectivement, soit il y a de la difficulté économique parce que le contexte déjà économique est difficile. Il y a des secteurs qui sont extrêmement touchés avec cette crise sanitaire sans précédent et du coup qui doivent changer de paradigme, qui doivent changer leur business model. On l'a vu par exemple dans l'hôtellerie où eh bien maintenant on vous propose des choses, des services qui d'habitude le room service était quelque chose d'un peu luxueux. Eh bien de toute façon aujourd'hui c'est non négociable. Donc on ne va pas vous accueillir aujourd'hui de la même façon dans certains secteurs parce que on vous demande de bouger vos lignes à cause du Covid-19. Donc c'est des réinventions qui vont se faire jour, des changements de paradigme où très clairement vous pouvez avoir aussi un changement de business model où certaines sociétés avaient pris
je dirais, l'axe de développer plutôt une stratégie tournée autour d'une offre. Aujourd'hui, on va plutôt mettre son client au milieu de ses, je dirais, de ses préoccupations. Et du coup, eh bien, ce changement nécessaire, soit au développement d'entreprise, soit en termes de survie d'entreprise, eh bien, ça va venir se caler déjà sur cette courbe d'adaptation qui a été lancée il y a un an. Donc, effectivement, derrière, c'est des émotions, de peur. On ne va pas avoir cette belle courbe forcément où on a une ondulation d'adaptation. Non, on peut, comme le disait Sandrine, revenir très vite sur hop, j'ai peur et qu'est-ce qui se passe pour moi. Et le changement, dans ce contexte un peu spécifique où on est à distance pour l'instant, ou demain on sera peut-être en hybride, eh bien, c'est vraiment être très soucieux à ce que l'émotion puisse s'exprimer et en laissant s'exprimer le groupe. Donc, derrière ce gérer le risque, on a un autre paramètre. Oui, et surtout, Catherine, parce qu'en fait, ce qu'on constate, c'est que plus on ajoute de la pression, et là, ce n'est pas forcément de la pression du management ou des dirigeants dont je parle, mais rien que la pression du temps, en fait. Plus on va pousser les gens à changer rapidement, changer vite, en fait, ça pousse les gens à les remettre dans leur automatisme, c'est-à-dire ce avec quoi ils sont confortables. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à garder en tête, que cette pression, elle pousse à faire un peu plus de la même chose. Donc le deuxième sujet sur lequel on voulait attirer votre attention, c'est la question de l'exemplarité. Alors, c'est un sujet très banal, on dit toujours que les managers et les dirigeants doivent être exemplaires, mais la façon dont on va l'aborder, j'espère, va vous donner des pistes un petit peu différentes. Pourquoi? Parce que qu'on quand on parle de changement, on se dit que ce serait bien si c'était plutôt les autres qui allaient changer. Et donc, c'est ce qu'on vise, quoi. On demande aux autres, donc les dirigeants et les managers, demandent de changer. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça, montrer l'exemple. Montrer l'exemple, c'est vraiment donner l'impulsion. Et donc, pour donner l'impulsion, c'est vraiment formuler des comportements à faire évoluer en déduisant les pratiques managériales qu'on doit revoir à son niveau. Vous voyez, c'est vraiment la phrase qui est indiquée là sur la droite, changer pour faire changer. Il va falloir vous poser la question des comportements qui induisent ceux de vos collaborateurs. Et pour ça, j'aimerais prendre une illustration de ces deux points. C'est par exemple, si je veux dans mon équipe avoir plus d'innovation. C'est vrai qu'en ce moment, ça peut être un sujet. Eh bien, il va falloir que je me demande les pratiques qui vont encourager cette innovation et puis surtout des comportements qui sont castrateurs ou qui consistent à couper l'herbe sous le pied de cette innovation. Et c'est notamment donner le droit à l'essai-erreur. Donc ça veut dire concrètement que ce n'est pas en étant exemplaire au sens « je dois moi-même innover et montrer l'exemple en ce sens », mais c'est même le contraire. Si je veux que mes équipes innovent, il faut surtout que j'arrête de donner mes idées, toutes mes idées à la minute. Donc voilà, ce qui est important dans cette notion d'exemplarité, c'est vraiment cette notion d'impulsion. Et l'impulsion, elle part de vous. Et donc, elle suppose que vous trouviez de la marge de manœuvre pour faire autrement et obtenir d'autres résultats. Donc, de vous adapter en acceptant de vous remettre en cause et surtout de comprendre ce qui se joue dans votre équipe. Donc, il y a toute une phase là, de diagnostic, de comprendre quelles sont les pratiques actuelles et comment je peux infléchir les choses au fil du temps. Et c'est là aussi très intéressant parce qu'on est aussi dans une relation gagnant-gagnant, de vraiment co-construction ensemble de ce changement. On est Sandrine, dans l'entreprise en fait apprenante, où là on va avoir un vrai levier pour impulser, comme tu le dis, le changement. Et moi-même, j'en suis profondément convaincue. Et c'est également une démarche que j'ai initiée, notamment chez Demos, où on est avec les collaborateurs, on est avec eux pour enclencher un changement, une transformation. On les a impliqués effectivement dans ce changement, un changement de paradigme qu'on a souhaité. Et derrière, c'est de permettre à l'intelligence collective de s'exprimer pour pouvoir s'assurer déjà que tout le monde ait bien compris ce qu'était une transformation,
et également pour que chacun puisse amener sa pierre à l'édifice. Et c'est ce que l'on disait, c'est que le top-down, il y a un moment, notamment, est-ce que toutes les solutions se trouvent au niveau d'une direction générale ou d'une direction tout court? J'en suis pas certaine. À mon sens, chacun est acteur d'un changement, d'une transfo, et chacun a des super idées dans l'entreprise pour faire avancer les projets de l'entreprise. Donc, montrer l'exemple, notamment pour des managers, pour des dirigeants, c'est hyper important puisque ça va être aussi un des leviers qui va permettre cette transformation et un des rôles, je pense aussi, on peut dire, du manager, ça va être l'écoute et de pouvoir, du coup, après, être plutôt le chef d'orchestre que celui qui va essayer de toucher à tous les instruments de l'orchestre et qui ne va pas forcément, du coup, produire une belle symphonie. Donc, montrer l'exemple est une autre piste donc, que Sandrine, tu nous proposes, mais tu nous proposes aussi autre chose. Alors, il y a un sujet qui est majeur et merci à toutes les équipes aussi de communication qui contribuent forcément aux transformations. Mais cette communication, elle doit être aussi régulière. Il y a un piège, c'est de se dire qu'il suffit de dire les choses une fois et puis ça va suffire. En fait, on n'adhère pas à une idée ou à un projet en une seule fois et donc il va falloir y revenir. Donc on embarque progressivement dans le changement et ça va prendre du temps. Il y en a qui vont, comme je le disais, embarquer tout de suite, voire même qui vont regretter qu'on n'avance pas assez vite. Et puis il y en a d'autres qui, au contraire, vont peut-être même jamais embarquer. Et il ne faut pas non plus s'épuiser avec cela, mais plutôt s'appuyer sur le collectif, le groupe, pour essayer aussi de faire bouger les lignes. Alors il y a une autre chose à garder en tête, c'est qu'il y aura toujours une part d'incertitude. Et la pire des choses, ce serait d'attendre d'avoir toutes les informations pour communiquer. On voit passer beaucoup d'articles en ce moment sur le manager qui est dans l'humilité. Évidemment, le manager qui conduit le changement, il est dans cette forme d'humilité parce qu'il n'a pas toutes les réponses. Et ce deuil d'avoir toutes les réponses, je connais beaucoup de dirigeants dans la crise sanitaire qui l'ont pris un peu en pleine face, en fait, cette question de « mince, mais là, je n'ai pas les réponses, je ne sais pas quoi répondre ». Ça a été extrêmement violent. Bien, à une moindre échelle, il y a également ce sujet au niveau du management. Sur le dernier conseil qu'on peut vous donner, c'est d'être à la fois ferme et souple. Sur quoi il faut être ferme? C'est la cible. La cible, c'est la pérennité de l'entreprise. Donc là-dessus, on ne va pas changer les choses. Par contre, la façon dont on va y arriver collectivement et individuellement, là, il va falloir faire preuve de souplesse et laisser de la marge de manœuvre à chacun et de laisser de la marge de manœuvre aussi à chaque équipe de s'approprier le changement. C'est quoi les conditions de l'adhésion? Il y en a 6. D'abord, c'est d'avoir pu discuter des changements qui sont attendus, donc d'avoir pu donner son avis par rapport à ça. C'est toute la notion d'écoute dont tu parlais. D'avoir eu des réponses à ces questions. La chose qu'il faut avoir en tête, on a l'impression que les questions, c'est pour nous piéger et que c'est compliqué, c'est des gens qui résistent. Ben non, des gens qui posent des questions, c'est des gens qui sont en train de s'approprier et qui veulent vraiment concrétiser les choses sur un domaine particulier qui peut vous sembler anecdotique, mais qui, pour cette personne, sont drôlement importants. La troisième condition, c'est d'avoir fait le deuil du passé et dépasser ses ambivalences. Ça, on en a parlé, donc je ne vais pas revenir dessus, mais il y a quand même une phase où il faut se dire, bah non, ce ne sera plus jamais comme avant, et c'est ce qui est un peu difficile en ce moment, dans le contexte où il y en a, je crois qu'on a bien avancé dans la courbe de deuil, il y en a plus beaucoup qui se disent qu'on va revenir totalement comme avant. Il y aura forcément des choses qui vont fondamentalement changer après tout ce qu'on a vécu depuis un an. Donc là, c'est un exemple concret de cette notion de deuil. La quatrième condition, c'est de voir les bénéfices concrets à changer. On ne peut pas changer si on n'y trouve pas des bénéfices, puisque changer, ça nous coûte. Ça nous coûte de l'énergie, ça nous coûte dans l'évolution de nos automatismes. Donc, on a besoin d'avoir en face des bénéfices qui nous font dire, bah oui, ça vaut le coup. Et puis, on doit avoir compris les implications de ce changement, les implications vraiment concrètes et pratico-pratiques dans le quotidien de mon travail. Et puis, on doit avoir des plans d'action précis à mettre en œuvre.
sur ce point-là. Je vous reviendrai juste après. Oui, donc effectivement, l'humilité. Alors, c'est vrai que quand on est manager, on est dans une position on nous met souvent dans une position haute, dans une position de sachant. Le Covid a eu cette particularité, je dirais, d'amener, pour certaines personnes, peut-être, du coup, de l'exploration de l'humilité. Tout simplement, pourquoi? Parce que déjà, lorsque ça nous est tombé dessus, cette crise sanitaire, eh bien, il y avait des effets d'annonce du gouvernement qui, effectivement, se voulaient rassurants. Mais moi-même, hein, en tant que DRH, eh bien, les effets d'annonce derrière, les textes devaient sortir, les décrets devaient sortir, et ça a mis un certain temps pour sortir. Donc derrière, j'avais des collaborateurs hein, auxquels il fallait que je réponde. Et néanmoins, eh bien voilà, c'est oser se donner la permission de dire je ne sais pas. Le je ne sais pas ne dégrade pas pour autant votre image, du moins ce n'est pas ma vision. Je trouve au contraire que c'est une capacité à dire une vérité, c'est OK, mais après c'est dire aussi, voilà, je vais vous expliquer pourquoi je ne sais pas. Je ne sais pas, non pas parce que je n'ai pas l'information et que je ne suis pas suffisamment formée, etc. Non, je ne sais pas parce qu'on est dans un contexte inédit, parce qu'on a des décalages entre des effets d'annonce gouvernementale et une réalité qui est plutôt réglementaire. Et à partir de là, vos équipes eh bien, vont entendre qu'effectivement, vous n'avez pas forcément toutes les réponses dans un contexte Covid. Et lorsque vous transformez, eh bien, c'est ce qu'on disait. Si vous arrivez avec effectivement un projet où, dans le fond, vous ne laissez pas la place aux collaborateurs de le construire avec vous, vous avez donc en main toutes les réponses, puisque eh bien, votre projet il est ficelé à 100%, rien n'est négociable. Et eh bien, du coup, vous allez effectivement pouvoir répondre à vos collaborateurs avec des réponses qui vont plus ou moins les satisfaire, parce que je dirais, on n'a pas tous le même point de vue, et c'est aussi une richesse. Mais derrière, eh bien, du coup, vous allez être en position tellement haute que vous allez décrocher vos équipes et ne pas les laisser s'insérer dans ce changement et dans ce processus de transformation. Donc, il y a toujours une part d'incertitude. OK, ça fait partie d'un process d'intégration. Ça fait partie aussi du jeu, on va dire, de laisser à l'autre sa place. Et du coup, c'est aussi, je dirais, par rapport à la posture de manager, cette position de je m'autorise à ne pas tout savoir. Je m'autorise parce que l'autre aussi m'amène quelque chose dans la réflexion. Donc, communiquer régulièrement, c'est cet échange interactif où on va avoir un effet de synergie qui va se mettre en place. Alors, on pose un cadre, ça c'est le rôle du manager, c'est non négociable, mais à l'intérieur, on peut créer et c'est un espace de liberté que le manager doit effectivement veiller à ce que chacun puisse pouvoir trouver sa place. Donc derrière ça, on a encore un autre conseil que Sandrine nous propose d'aller explorer. Bien oui, je pense que vous l'avez tous compris. En plus, c'était dans notre titre. Il y a vraiment une posture clé quand on veut conduire le changement. C'est la posture du coach et du manager coach. Pourquoi? Eh bien parce qu'un changement qui est trop rapide, il se risque de ne pas être durable. C'est ce que dit le fameux dicton, chasser le naturel, il revient au galop. Donc, le changement s'accompagne par petites étapes. Et c'est là que le manager coach intervient. C'est là que le manager coach doit sortir de son impatience à lui de faire bouger les choses trop rapidement ou de la pression qu'on lui met à faire bouger les choses. Le manager coach, il doit aussi aider à dépasser les freins, en fait, qui sont des freins, comme on disait, émotionnels à changer, et notamment des peurs, des difficultés, en permettant en fait l'expérimentation dans des situations faciles. Et là-dessus, attention, c'est pas le manager qui sait ce qui va être facile de ce qui ne va pas être facile, c'est vraiment chacun, donc les collaborateurs, qui doivent exprimer ce qui pour eux représente une situation facile.
Donc en fait, le manager, c'est juste un guide qui accompagne dans le changement, qui permet de dépasser certaines difficultés et obstacles. C'est pas quelqu'un qui dirige le changement. Il est là pour mettre en confiance, pour encourager les progrès, pour constater qu'ensemble c'est possible. Et donc on est vraiment sur toute cette notion aussi qu'on voit apparaître évidemment du manager bienveillant. Les 4 étapes du coaching comportemental, c'est 1, de faire prendre conscience des limites de la façon de faire actuellement. 2, de fixer un objectif clair et de faire réfléchir aux obstacles et aux difficultés. On ne va pas nier les difficultés, il va y en avoir, il vaut mieux les anticiper, comme ça on peut mettre des expérimentations sur des terrains qui sont plus simples pour la personne. Donc ça veut dire qu'il y a, ça vous allez adorer, des plans d'action précis à mettre en place dans lesquels il faut commencer en effet par le plus facile. Et puis structurer un suivi hebdomadaire qui permet de constater les progrès et dépasser les difficultés. Et on va le voir juste après, mais ce job du manager coach, il est tellement plus facile à distance. Parce que prendre un quart d'heure avec chaque collaborateur pour suivre où il en est, comment les choses se passent, etc., c'est facile. Alors que quand on est en présentiel, eh ben, parfois on est sur un open space et on n'a pas de salle, où c'est compliqué, où on a l'impression de passer sa journée à faire des entretiens et puis ça dure plus d'1 quart d'heure parce que comme on a les personnes sous la main, on leur dit au fait le dossier machin il en est où, etc. Ce qui n'est pas le sujet. Donc voilà pour moi une posture à développer et qui est vraiment indispensable quand on veut accompagner le changement. Je ne sais pas quelle est ton expérience, Catherine, par rapport à ça. Oui, bah effectivement, Sandrine, on en parlait tout à l'heure de posture haute, en fait, de sachant, eh bien, quand on est dans une posture de coach, on est beaucoup plus sur une posture basse, où on va être à l'écoute. Hein, une des techniques du coaching, c'est l'écoute. Et c'est vrai que pour moi, le coaching est une des voies vers lesquelles le manager peut s'orienter pour pouvoir être dans cette posture basse, de sortir de l'impatience, comprendre comment l'autre peut aussi réagir. On parlait tout à l'heure de la courbe du changement. Et en fait, cette posture de manager-coach ne s'invente pas. Très clairement, ça veut dire qu'il faut être formé, il faut connaître un minimum d'éléments, effectivement, de savoir comment l'individu fonctionne, quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes, quelles sont ses émotions, par quelle phase il peut éventuellement passer. Et c'est toute la communication aussi non violente qui se cache derrière cette posture. Et derrière, c'est effectivement une formation qui peut lui permettre d'arriver sur cette posture de coach et de gérer la transformation dans ce contexte Covid et dans ce contexte un peu particulier. Donc, derrière, on a parlé des verrous, on a parlé de conseils pour accompagner aujourd'hui ce changement dans un contexte particulier. Et le distanciel, alors comment on peut tirer parti du distanciel pour emmener une transfo, Sandrine? Alors on a un petit peu défloré le sujet puisqu'on a commencé à vous donner déjà quelques indications au fil de la présentation sur ce qu'il en est. Mais quand on a travaillé ce sujet avec Catherine, on s'est dit que vraiment, en termes d'organisation, c'est beaucoup plus simple de structurer l'accompagnement du changement quand on est dans ce mode hybride, parce qu'il est plus simple d'articuler l'individuel et le collectif, parce que comme je le disais à l'instant, c'est beaucoup plus simple de procéder par petites touches et de faciliter la prise de recul individuelle. Et puis, il y a une chose qui est géniale quand on est à distance, c'est ce fameux rôle de facilitateur de changement. Pourquoi? Parce que quand on a tendance à être un manager qui parle beaucoup, forcément, quand on est en réunion, c'est compliqué de se retenir, sauf si on a quelqu'un qui nous regarde et nous fusille, où on a des codes pour s'ajuster et pour se dire, mince, ça fait déjà 10 minutes que je parle, il faut peut-être que je leur laisse la parole. Avec le système de Teams ou tous les systèmes digitaux, on peut couper son micro. Et donc, même si on parle, c'est pas très grave parce que du coup, on dérape pas. Donc, les outils peuvent devenir un allié pour le manager qui va pouvoir être plus observateur,
plus à l'écoute et qui va pouvoir s'ajuster, qui va pouvoir observer des phénomènes qui se passent dans le collectif pour les retravailler ensuite en individuel, en n'intervenant pas en séance, mais en se disant « Tiens, quand même, c'est étrange la façon dont a réagi telle personne, il faut que j'en reparle après. » Et donc, voilà, collectif, à distance, court et efficace. On peut aborder le sujet régulièrement, faire évoluer les représentations, alterner le top-down et le bottom-up. Et puis, très intéressant aussi, mettre en place des petits groupes. Par exemple, on est en train d'animer une séance sur un sujet. On se rend compte qu'il y a 2 ou 3 leaders qui ont envie de traiter ce sujet. Hop, on organise les choses pour qu'ils puissent travailler dans ce trinôme sur le sujet. Donc, ça permet justement cette appropriation par le collectif de sujets et le fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, d'être souple sur la mise en œuvre et donc de s'appuyer sur le collectif dans ce cas-là. Et pour te compléter, Sandrine, c'est vrai que j'ai pu aussi, on a remarqué ensemble, hein, c'est que quand on est en réunion comme ça virtuelle, il y avait une des expressions d'un responsable de formation que j'avais croisé dans une de mes vies qui me disait « Oh là là, mais quand on est autour d'une table et puis qu'il y en a un qui commence à présenter son PowerPoint, c'est la mort par le slide. » Donc, j'ai toujours trouvé ça absolument génial parce que c'est vrai que quand on est en présentiel, eh bien, on a le manager qui est debout, les autres sont assez dans une posture passive et le manager peut avoir tendance à du coup, s'appuyer effectivement sur sa présentation. Et ce que je trouve aussi positif dans ce distanciel, c'est qu'on s'est posé la question, et même dans les formations, comment ne pas décrocher l'attention des personnes qui sont autour d'une table, parce qu'on sait que d'ailleurs que l'attention, hein, elle est quand même assez fugace, hein, la concentration est assez fugace dans un exposé, et derrière, eh bien, il y a eu un effort sincèrement, d'animation lorsque eh bien, nous sommes autour d'une table. Donc, ces animations, ça peut passer par des outils digitaux qui vont vous mettre des petits quiz, qui vont vous permettre de créer des sous-groupes, qui vont vous permettre du coup d'arriver plus vite peut-être sur des animations de sous-groupes de l'équipe et de la mettre du coup dans l'action un peu plus peut-être rapidement qu'avant, où on avait effectivement cette mort par le slide, où le manager arrivait en salle, présentait le projet, recensait les quelques questions, y répondait et on avait fini, on se posait un peu plus tard, éventuellement pour retravailler ça dans d'autres endroits de l'entreprise ou dans d'autres ateliers. Aujourd'hui, lorsqu'on présente effectivement un sujet, on peut avoir du coup, au contraire, une plus grande facilité parce qu'on va aller chercher des outils digitaux qui vont nous permettre d'avoir une animation et une interactivité avec l'autre que je ne vois pas forcément parce que du coup, il va pas forcément y mettre sa caméra pour des raisons de bande passante, etc., etc. Mais l'autre que je vais entendre et que je vais du coup entendre, mais surtout capter d'une autre façon sensorielle que celle de d'habitude et de se mettre, quand on est manager, plus dans un rôle d'écoute que dans un rôle complètement d'acteur. Et c'est cette position base de coach que le distanciel va faciliter. Donc derrière, c'est effectivement comprendre ce qui se passe derrière la caméra, comprendre l'autre où l'émotion eh bien, peut s'exprimer, mais on va garder ce recul par ce filtre qui est nos écrans, qui est l'informatique, et du coup être beaucoup plus en tant que manager proactif sur comment va mon équipe et comment va chaque membre de mon équipe par ce biais du distanciel et par ce biais de comment j'emmène ma transformation dans la communication. Donc, derrière, eh bien, ces premiers éléments qu'on vous a partagés avec Sandrine, eh bien, je vous le dis, hein, on vous proposera effectivement de revoir ce replay à travers un email qui va vous être adressé
demain au plus tard, et également à travers des formations qui peuvent compléter ces premiers éléments et qui vont vous permettre de pouvoir aussi former vos managers de proximité, former vos équipes ou vos managers, membres de CODIR, à ces différentes situations de comment j'emmène ma transformation aujourd'hui quand je suis en distanciel, comment j'en fais un atout, et moi, manager, comment je me mets dans une posture de coach. Donc, on vous remercie avec Sandrine de votre attention. On va prendre quelques questions si vous en avez, puisqu'il est déjà 14h50. On se donne maximum jusqu'à 15h pour ne pas dépasser l'heure qu'on s'était donnée dans cette présentation et interactivité. Alors, hop. Avez-vous des questions? Je me mets sur le chat pour regarder si vous avez des questions, éventuellement. Catherine, je prends la parole, je vais poser les questions, je crois que vous ne les voyez pas. Non, j'ai l'impression que je ne vois pas dans la conversation, effectivement, il n'y a pas de questions. Pas de souci. Du coup, pourquoi on voit toujours la réussite du changement aux individus, collaborateurs, managers, culpabilisés, et pas à l'organisation du travail? Alors, bonne question. Est-ce que Sandrine, tu as des pistes? Ce que je me dis, c'est que l'organisation du travail, elle donne un cadre de fonctionnement, mais elle ne décrit pas en fait les façons de travailler au quotidien. Donc on est obligé quand on parle de changement de façon de travailler, on est obligé de parler des individus qui composent l'organisation. Et donc les individus, c'est ce que tu disais Catherine, c'est les différents niveaux, les différentes strates en fait, qui vont de la direction générale au management de proximité et aux collaborateurs. Mais je ne sais pas si ça répond à la question. C'est en tout cas moi mon interprétation de ce thème. Moi, je dirais que j'ai la même interprétation, à savoir effectivement, Sandrine, que une organisation de travail, je ne suis pas certaine que ça soit un vrai levier unique pour emmener une transformation. Dans une entreprise, ce sont les individus qui vont la composer, qui vont emmener un projet d'entreprise et qui vont emmener une transformation. On peut former des individus. Je ne suis pas sûre qu'on puisse former une organisation qui est, à mon sens, plus conceptuelle. Alors, on a une autre question. Comment réussir en posture manager-coach dans une entreprise qui licencie et met en place des plans de départ volontaires? La confiance ainsi que la culpabilisation de ceux qui restent risquent fort de mettre à mal la confiance envers le manager. Alors là, tout est dit. Les émotions que ça génère et la culpabilité. Évidemment, la question de la confiance. Il y a tout, bien sûr, le sens qui est donné à ça, qui est premier, c'est-à-dire qu'est-ce qui est dit sur ce projet d'entreprise qui évolue, sur cette taille et sur les ressources dont on a besoin pour mener à bien ce nouveau projet. Donc il y a des gros enjeux de communication au travers de cela. Il y a des gros enjeux d'accompagner les managers parce que c'est très compliqué en effet. Et pour l'avoir fait, je sais que les managers souvent se sentent tellement pas préoccupés par eux-mêmes, mais préoccupés pour leurs collaborateurs. Donc ça, c'est vraiment un sujet très important à accompagner pour que les managers aient des outils et des ressources pour gérer cette tension émotionnelle que ça leur évoque. Évidemment, le rôle des RH est majeur pour accompagner ce genre de projet. Et donc, il y a même des entreprises dans lesquelles on fait les rendez-vous à deux, c'est-à-dire le management et les RH. Mais là, je te laisse Catherine compléter. Oui, tout à fait. C'est que effectivement, malheureusement, et c'est bien le problème du contexte Covid, et c'est pourquoi on vous a proposé de réfléchir ensemble sur les premières approches d'une transformation. Dans la transformation, pour certaines entreprises, je parlais de survie, ça peut être effectivement, malheureusement, des plans de départ volontaires, donc qui peuvent être mis en œuvre. Mais dans ces plans de départ volontaires, eh bien, le manager
effectivement, comme le dit Sandrine, est exposé et donc peut complètement être formé sur cette posture de coach lui-même pour aller trouver les ressources nécessaires pour accompagner ses équipes et du coup pouvoir expliquer le changement, pouvoir aussi, s'il y a des entretiens avec les RH, pouvoir trouver chacun sa place pour répondre aux collaborateurs et derrière, eh bien, pouvoir accompagner le changement. Alors, ceux qui restent, eh bien, c'est, si j'en comprends le plan de départ volontaire, ceux qui restent sont volontaires pour aussi rester. Donc derrière, c'est que il y a aussi des effets d'opportunité qui peuvent être mis en avant. Mais encore une fois, cette réflexion sur comment j'accompagne la transformation à distance, eh bien, ce qu'on vous a proposé, c'est-à-dire ces temps d'échange via l'hybride, à savoir présentiel ou distanciel, c'est justement là où le manager doit comprendre, eh bien, à un moment, on ne peut plus être sur peut-être le distanciel parce qu'il y a un besoin de revenir peut-être sur vraiment une rencontre en face à face parce que il faut prendre conscience que ça peut être compliqué, peut-être sur des situations émotionnelles très très fortes et où la courbe de deuil doit effectivement être enclenchée. Après, on est encore une fois sur une thématique de formation, sur des pistes qu'on propose. Et bon, après, on ne peut pas aller non plus sur quelque chose qui relève là pour le coup d'une consultation d'un consultant hein, et d'accompagnement de consultants. Donc j'espère ou on espère avoir répondu à cette question. Mais effectivement, le manager doit être accompagné et cette posture de coach, il ne peut la trouver tout seul. Il faut qu'à un moment, il puisse pouvoir s'entraîner dans un endroit sécurisé qui est tout simplement le lieu de la formation où il pourra y trouver toutes les ressources et également un accompagnant, le formateur, pour pouvoir lui permettre d'oser et de se donner des autorisations. Voilà. Alors, on a une autre question qui est comment faire comprendre aux managers de ne pas profiter de ce temps en distanciel pour lire ses mails, même en tant qu'une réunion d'équipe se déroule, afin qu'ils soient vraiment dans l'instant. Bon, alors là, il faut lui envoyer tout de suite le replay pour qu'il prenne conscience de tout ce qu'il a à faire, à observer pendant une séance à distance. Et normalement, ce n'est pas compatible avec le fait de lire ses mails. Cela dit, on a l'impression que c'est un sujet nouveau. En réalité, c'était déjà le cas. Puisque moi, j'avais accompagné dans une entreprise des collaborateurs qui devaient en fait pitcher des idées auprès de leurs dirigeants et qui avaient donc 5 minutes pour convaincre parce qu'au-delà de 5 minutes, leur manager repartait sur leur mail. Donc en fait, on n'est pas sur un sujet nouveau, on est vraiment sur un sujet, là je crois, de bienveillance et d'écoute et de se donner les moyens d'être disponible pour ses collaborateurs quand on leur demande un effort. Je trouve que c'est vraiment le minimum qu'on peut leur donner. Oui, j'avoue que je rejoins complètement Sandrine, où effectivement, le distanciel, effectivement, la tentation est tellement grande, si on peut dire, peut-être d'aller partir sur son téléphone portable, mais là, pour le coup, c'est un vrai cliché. Pour l'avoir aussi vécu moi-même plusieurs fois en réunion, où j'avais constaté que beaucoup de managers étaient happés justement parce que dans le fond, la facilité du visuel faisait qu'il y avait une lecture du langage corporel qui était là. Je vous invite à aller regarder d'ailleurs eh bien, le pourcentage qu'on retient dans les mots et le pourcentage qu'on retient dans le langage corporel. Vous verrez, c'est assez bluffant. Et donc, derrière, c'était effectivement une facilité qu'on avait de l'œil qui faisait que j'ai vu à chaque fois mais plusieurs managers qui sautaient sur leur ordinateur et qui regardaient leur boîte mail en même temps qu'ils entendaient le collaborateur s'exprimer. Le fait d'être à distance, ça va être un tout petit peu plus quand même compliqué d'agir comme ça parce qu'on n'a pas forcément la caméra, petit 1. Deuxièmement, ça reste quand même un filtre et du coup, on est quand même dans une attention qui est, à mon sens,
plus soutenu et du coup, on va aller plus chercher le fond que la forme. Voilà. Donc, j'espère que nous avons désormais répondu à ces questions. Et il est 15 heures. Alors, on a une dernière chose, mais c'est une fausse question. C'est quelqu'un qui voulait juste vous dire que la présentation de ce webinaire est vraiment d'un haut et beau niveau. Quel plaisir de le suivre. Merci aux 2 présentatrices. Eh bien, merci beaucoup. Nous sommes ravis. Et puis, écoutez, on va respecter les agendas. Hein, donc, Sandrine et moi-même, nous vous remercions. Merci pour vos questions. Sûrement, il y en avait d'autres. Donc, Jennifer, qui nous assiste sur la logistique, et Claudia également, merci à vous deux. Et nous transmettrons donc vos questions si d'aventure vous en avez besoin. Sandrine, maintenant vous la connaissez, intervient donc chez Demos et peut aller plus loin avec vous dans le cadre d'une formation pour vous aider à transformer votre entreprise et aider vos managers à gérer au mieux la transformation dans ce contexte très particulier qui est le Covid. Voilà. Merci à tous. Très bonne fin de journée. Merci et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.